Alors, on a le top de la technique, donc on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être restés jusque-là sur ce salon pour assister à cette dernière conférence. Le thème étant « Serons-nous tous véganes en 2050 ?» Et la réponse d'ici une demi-heure, 40 minutes. Je présente d'abord Sophie de Rénal, donc je suis la directrice marketing de Nutri Marketing. On est une agence basée à Paris et on fait 3 choses de la veille de l'innovation, donc les nouveaux ingrédients, les nouveaux produits, les consommateurs, leurs attentes, leur niveau de connaissance, la réglementation, la science. Et donc on va faire des présentations de tendances, on guide des tours innovation dans les salons. Vous m'avez peut-être suivi aujourd'hui, ou moi ou ma collègue. On fait ensuite de l'innovation alimentaire, on fait de la communication en nutrition. Mais on est là pour parler de la tendance végane et elle ne vous aura pas échappé sûrement parce que là sur le salon, beaucoup de solutions chez les exposants. Le thème vegan est à peu près sur toutes les lèvres. Donc effectivement, à tort ou à raison, moi je ne rentre pas dans ce débat-là, mais les produits végétaux bénéficient d'une image plus naturelle et plus santé auprès des consommateurs que les produits animaux. Les principaux leviers de croissance de la tendance, c'est évidemment tout ce qui est végétarien, végétalien, flexitarien. Un succès des superfoods, donc tout ce qui est super aliments, comme des super-héros, hein, c'est un terme un peu très marketing, on le verra. Et puis la croissance des marchés des substituts de viande, des substituts de produits laitiers et bien sûr de tout ce qui est protéines végétales. Alors évidemment, quand vous avez l'OMS qui vous dit que les produits de viande transformée seraient probablement cancérigènes et que la viande rouge le serait peut-être également, ça déroule un tapis vert, et bien sûr, non pas rouge, mais à ce monde végétal. Encore plus, on va dire. Beaucoup d'études scientifiques ont aussi montré que des alimentations basées plutôt sur des produits végétaux pouvaient par exemple améliorer les marqueurs du diabète ou baisser le cholestérol ou aussi économiser beaucoup de coûts dans les santé publique justement parce que ça améliorait la santé des gens. Donc manger plus de produits végétaux, effectivement, voilà, tout le monde nous dit que c'est ça qu'il faudrait faire. Plus et plus. Alors si on regarde le nombre de produits lancés, donc là on a un graphique qui nous vient de la base Innova Market Insight qui recrute plus de 250 000 nouveaux produits dans le monde chaque année. Et là vous voyez que le nombre de lancements de produits de boissons ou produits alimentaires avec un positionnement vegan, il croît de presque 45% par an depuis 2013. Donc c'est vrai qu'il y a voilà, l'offre augmente énormément, ce qui fait aussi que le marché augmente. En termes de positionnement, en pourcentage, hein, on voit qu'en Europe, en 2013, les positionnements véganes, c'était 1,5% des lancements. Aujourd'hui, c'est 7%. Aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, pardon, c'est 7,5% des lancements qui sont véganes aujourd'hui. Là, on n'est vraiment que sur l'offre produits nouveaux, donc lancement de nouveaux produits. Hein. On n'est pas sur le fond du rayon. En termes de marché, quels sont les marchés qui vont être les plus concernés? Alors le snacking, vous voyez, c'était 12%, donc c'est plutôt, enfin, c'était 12,2, c'est 11,8, donc c'est à peu près flat. Mais on va avoir, par exemple, dans les plats cuisinés, une progression entre 6 et 8,5%. Ça peut être des boissons, ça peut être, enfin, voilà, beaucoup de marchés qui vont être concernés par cette tendance-là. Avec aussi, il faut le signaler, certains marchés qui sont malins et qui sont véganes depuis toujours, mais qui maintenant, effectivement, allèguent dessus. Alors, ils n'en parlaient pas jusque-là tellement, mais là, comme la tendance est de consommer de plus en plus des produits véganes, maintenant, ils l'affichent haut et clair. Si on regarde au niveau des consommateurs, on a 2% de véganes dans le monde, plutôt des jeunes. Il serait déjà 6% aux États-Unis. 5% de végétariens dans le monde. En France, c'est plutôt moins que ça, plutôt 3%. Dans les motivations, si on interroge les consommateurs, on leur demande leur motivation pour consommer des produits véganes ou végétariens. Il y a le goût qui arrive en premier. Bon, ça c'est quelque chose qui m'a surpris. Et puis le bien-être animal, tout ce qui est religieux, culture. Donc là, en Inde, par exemple, hein, bien sûr, c'est plutôt des produits végétaux. La santé, l'environnement, donc on voit avec des pourcentages qui sont un peu partagés finalement, hein, puisque la santé c'est 17%, le goût c'est plutôt 33%, enfin, etc. Donc ça se répartit relativement bien. Et donc si on regarde en Europe par exemple, hein, le pourcentage des gens qui sont véganes, halal, végétariens, enfin qui mangent quoi, voilà, sans lactose, sans gluten, on voit que c'est quand même
ça reste tout ça, des produits de niche, si on reste sur le pur vegan ou le pur végétarien. Ce qui va nous intéresser un peu plus, ce sont les flexitariens, donc les gens qui vont réduire leur consommation de produits animaux, et notamment de viande, mais sans passer complètement végétarien ou complètement vegan. Donc c'est 23% de flexitariens dans le monde, déjà 34% en France, déjà 69% en Allemagne. Donc là, on est déjà sur voilà, un plus grand type de population. Et en France, la part des produits d'origine animale, donc produits carnés, produits de la mer, produits laitiers, les œufs, tout ça dans les dépenses des foyers français, qui se réduit mais de 1%, vous voyez, 1,2% entre 2013 et 2017, ce n'est pas non plus une catastrophe. Et on reste avec quand même beaucoup de consommateurs qui continuent bien sûr de consommer des produits animaux, avec seulement un tiers des ménages, donc nos 34%, qui limitent la consommation de protéines animales. Les flexitariens, c'est plutôt des plus jeunes, donc il y a 19% maintenant ont moins de 35 ans, ils n'étaient que 14% en 2015. On voit un plus fort pourcentage chez les plus de 65 ans, évidemment. À un moment donné, on réduit sa part notamment de viande, plus pour des questions de mastication et de texture, plutôt que pour vraiment des raisons d'ordre santé ou environnemental, etc. On a un peu moins des 2% des ménages français qui se disent végétariens. Si on compare avec les Britanniques, c'est 5%. Donc voilà, on peut dire que les pays anglo-saxons sont plus touchés par cette tendance végétarienne, végane que nous. Mais vous voyez que depuis 2005, ça a légèrement progressé, mais finalement pas tant que ça. Et donc voilà, ça reste, encore une fois, j'y repense, mais c'est des produits vraiment de niche. Flexitariens, 34% donc, et on voit que c'est plutôt des bio-citoyens, voilà, ça marche avec du bio, ça marche avec, encore une fois, les seniors sont aussi peut-être plus flexitariens, mais parce pour des questions de mâchabilité et tout ça, c'est plutôt des CSP, avec des gens qui ont fait des études supérieures aussi, qui sont flexitariens. Si on regarde au Royaume-Uni, où il n'y a que 21% des individus, par rapport à nos 34%, qui réduisent la consommation de viande, on voit que c'est les motivations, à la fois c'était une question économique. En 2014, vous voyez qu'on réduisait la consommation de viande parce que c'était vraiment très cher. Aujourd'hui, c'est plus pour des questions de santé. Le profil des véganes en France, donc là c'est plutôt hommes-femmes, c'est, vous voyez, 37-39%, c'est à peu près équivalent. Et par tranche d'âge, on voit que, encore une fois, les plus de 55 ans, ou voilà, une majorité, alors les 25-34 ans sont plutôt à 42%, plutôt côté vegan food par rapport aux plus âgés. Si on regarde le marché, donc là, ce sont des données de chez Mintel. Vous voyez que c'est en Allemagne, aux États-Unis, en Royaume-Uni, et où il y a le plus de lancements de produits véganes. Donc on va retrouver cette tendance avec des pays, alors à la fois anglo-saxons, puis les Allemands, qui sont encore une fois les plus flexitariens d'entre nous, et donc qui ont forcément, c'est logique, le plus grand nombre de produits lancés. Là, c'est pour l'année 2016. Avec plus 50% d'allégations sur les protéines végétales, un marché pour les alternatives aux produits laitiers qui dépasse les 16 milliards de dollars. Alors ça peut paraître beaucoup. Moi, je compare toujours avec le bio, par exemple. 16 milliards, nous, rien qu'en France, on est à 7 milliards d'euros pour rien que le marché du bio. Donc moi, ça me paraît quand même pas une... voilà, c'est 16 milliards de dollars, c'est déjà quelque chose. Mais c'est vraiment une petite niche par rapport à tout le marché alimentaire mondial qu'on connaît. Les substituts de viande, c'est encore pire, puisque le marché mondial devrait dépasser légèrement les 5 milliards de dollars d'ici 2020. Donc on voit que ça reste vraiment des choses assez faibles. Et une des menaces sur ce marché-là, c'est que pour faire un burger végétal,
on est très loin, ça rentre en frontal avec la tendance naturalité et la demande des consommateurs pour avoir des listes d'ingrédients les plus simplifiées possibles. Parce que pour faire un burger végétal, il va falloir des protéines végétales, évidemment, et puis après ça, il va falloir des masquants du goût de la protéine végétale, des arômes, des épices, des choses, alors naturelles peut-être, mais en tout cas une liste d'ingrédients longue comme ça par rapport à un steak pur bœuf où il y aura 100% de la viande de bœuf. Donc, oui, ça fait partie du paysage. Oui, ça nous apporte une variété. Oui, il y en a certains qui aiment bien, ça apporte du goût. Et puis, ça répond à cette fameuse question, qu'est-ce que je vais leur faire à manger ce soir, et de trouver une idée. Et donc, ça nous donne une idée de plus. Mais néanmoins, on reste toujours sur notre marché de niche. Alors, à côté de ça, si on regarde notre consommation de viande, et notamment en France, c'est plus vrai en France qu'aux États-Unis, où la consommation de viande est encore à plus de 100 kg par an par habitant. On a perdu 20 kg. Depuis 2013. Mais je dirais que je comparerais ça à la consommation de vin, qui a connu à peu près la même courbe. Donc on a eu une consommation de vin en France qui a chuté énormément. Par contre, la qualité a augmenté. Et en France, on se rend bien compte de ça aussi, et pas que en France, à travers le monde, que maintenant on parle de, voilà, dans votre supermarché, vous avez les caves de maturation de viande, vous allez avoir, on va parler de races spécifiques, on va parler de morceaux spécifiques, et il y a une montée en gamme de la viande. Donc on va en manger moins, certes, mais de la meilleure et surtout de la plus chère. Et donc en termes de chiffre d'affaires, on devrait s'y retrouver assez vite. Donc, je vous ai mis quelques exemples de produits. Bien sûr, le Impossible Burger, ils arrivent maintenant à faire des burgers végétaux qui saignent, donc vraiment très proches des entre guillemets vrais burgers. Juste un petit mot en termes de réglementation. Le marché de la viande n'a pas réussi ce qu'a réussi le marché des produits laitiers. Parce que vous savez que la réglementation aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire un lait végétal ou de dire un fromage végétal. Les termes lait, fromage, crème, beurre sont réservés aux produits issus de lait animal. Alors que vous pouvez dire un steak végétal, vous pouvez dire un burger végétal, vous pouvez dire un nugget végétal. Donc voilà. C'est juste une question de dénomination, mais ça compte quand même. Si on regarde l'évolution des lancements de substituts de viande dans le monde, on voit que le gros du marché se passe en Europe de l'Ouest. L'Asie, par exemple, tous les lancements ont vraiment chuté depuis 2014. Et en Amérique du Nord, ça reste assez flat aussi. Donc voilà, c'est vraiment chez nous que ça se passe. Avec des choses à base de betterave, à base d'algues, du bacon végétal. Voilà. Ça peut paraître curieux comme terme, mais... Donc vraiment beaucoup de choses, du chanvre. Bref, tous les super aliments, effectivement, on va les retrouver dans ces substituts de viande. Bien sûr, si on regarde le marché français, où on a 24% de foyers acheteurs en 2017 sur le traiteur végétal, ça ne vous aura pas échappé que tous les grands faiseurs de produits carnés jusque-là, Fleury Michon, Herta, Le Gaulois, mais aussi des gens qui faisaient des produits de la mer, se sont mis au végétal. Bien sûr, les distributeurs aussi, Carrefour, Intermarché et autres, ont sorti leur gamme végétale également. Donc là, on voit bien que tout le monde propose des solutions. Néanmoins, c'est un marché de 30 millions d'euros en 2016. Alors, il progresse beaucoup, c'est sûr, mais 30 millions d'euros. Je vais revenir à mon marché bio de 7 milliards. Voilà, c'est quand même vraiment pas beaucoup. C'est à peu près à hauteur, on va dire, on est à moitié du marché du sans gluten en France, qui reste une marché de niche également. Au niveau des alternatives aux produits laitiers, on a un marché, on l'a vu tout à l'heure, qui se rapproche des 20 milliards de dollars en 2020. Une croissance à deux chiffres aussi. Et là, si le soja avait la part belle jusque-là et elle garde cette part belle en France, aux États-Unis, c'est déjà les laits d'amandes ont plus de 60% de part de marché. Alors, je ne dirais pas le lait d'amande, on dit boisson végétale à base d'amandes. Et donc, loin devant le soja qui n'est plus qu'à moins d'un tiers du marché maintenant. Les amandes de Californie ont eu un marketing absolument fantastique là-dessus. Et si on regarde au point de vue santé en général, moi je suis assez estomaquée par le fait qu'il y a 10 ans en arrière, tout ce qui est amandes, noix de coco, avocat, amandes, tous les fruits à coque comme ça, c'était vraiment les choses à éviter. Les nutritionnistes nous disaient tous non, surtout pas ça, c'est très gras et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ça les ingrédients des musts et des trucs qu'il faut surtout pas rater. C'est la noix de coco, quoi. L'huile de coco, ce serait le must. Le sucre de coco, c'est bon. Donc on va pas discuter, on n'est pas là pour discuter de ça, mais c'est assez hallucinant de voir que tous ces produits-là sont revenus énormément à la mode.
et qu'on va les retrouver. Alors ça va être du chanvre, ça va être des boissons à base de cajou, enfin beaucoup de choses comme ça. Alors néanmoins dans ces produits-là, il y a très peu de cajou et très peu d'amandes. Hein. C'est surtout de l'eau qu'on vous vend, mais voilà. Donc tous ces substituts de produits laitiers. Pour l'instant, au niveau mondial, on reste sur le soja beaucoup, 54%. Mais vous voyez que l'amande, c'est déjà 30%. Et comme je vous le disais, aux États-Unis, c'est l'inverse, totalement. Donc là, récemment, Andros a lancé une gamme gourmand et végétale à base de lait de coco, notamment. Donc en termes d'évolution des lancements des substituts de lait dans le monde, là encore, hein, c'est beaucoup en Europe de l'Ouest, mais on voit que l'Asie aussi est très concernée. Alors il faut dire qu'en Asie, il y a beaucoup d'intolérants au lactose, donc ça va les intéresser aussi. On voit aussi beaucoup de lancements en Amérique du Sud. Donc le type de produits, je pense que vous les connaissez, hein, mais on va au-delà des simples boissons végétales, on va rajouter des prébiotiques, parfois des probiotiques, ou ça peut être des aliments, enfin des boissons fermentées ou des types yaourt. Évidemment, on n'a pas le droit d'utiliser le terme yaourt. Alors, on parle des cogourtes avec du lait de coco. Il y a même des cashew-gourtes qui ont été lancées. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup d'offres. Donc en France, les boissons végétales, c'est plus 85%, les yaourts soja plus 84%. Donc vous voyez, il y a un vrai engouement. Néanmoins, on parle d'un marché très petit de départ. Donc évidemment, même 100% sur pas grand-chose, ça fait plus, c'est sûr, mais pas non plus énormément par rapport à tout ce qu'on en parle. Aux USA, un marché des boissons végétales, là par contre, c'est déjà plus de 2 milliards de dollars en 2017. Et là, plus 61% sur les 5 dernières années, donc c'est beaucoup. Et vous voyez les amandes, 64%, le soja n'est qu'à 13%, noix de coco 12%, bref. Évidemment, le soja, aux États-Unis, il est OGM le plus souvent, donc effectivement, tous les consommateurs qui recherchent ce type de produits plus végétaux ou bio, ou parfois les deux, c'est surtout, première motivation pour consommer du bio aux États-Unis, c'est pour éviter les OGM. Donc évidemment, c'est logique que ce soit les amandes plus que le soja qui soit privilégié. Et vous voyez, il y a du quinoa, châtaigne, enfin bref, on peut faire ça avec n'importe quel superfood. Donc voilà le fameux cashew drink, des boissons à base d'avoine en Suède, le oméga C, graines de lin, donc pour vous dire que vous avez des oméga 3 avec, etc. Ce sont que des exemples, hein. Évidemment, des yaourts au lait de coco, enfin pas des yaourts, des produits fermentés à base de lait de coco, etc. Des types grec, yaourt grec, vous savez que le yaourt grec a eu un très fort engouement aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est arrivé un tout petit peu chez nous avec les Danio et Yopa. Là, le skyr est en train de prendre le pas sur le yaourt grec aux États-Unis. Donc, on en a vu ici chez Perinter, je crois, sur le salon. C'est aussi quelque chose qui va arriver chez nous. Donc, des yaourts plus riches en protéines, faibles en matières grasses, éventuellement avec du calcium, voilà. Et puis bien sûr, ce n'est pas simplement des substituts de viande ou de produits laitiers. On va avoir tout un tas de produits qui seront veggie, donc à base de fruits secs. Là, vous avez la boule énergie, par exemple, goût tarte aux pommes, ou alors des substituts, des alternatives au fromage. Chez Nature et Moi, par exemple. Là encore, hein, pour faire un substitut de fromage comme ça, il faut énormément de texturants, c'est à base d'huile de coco notamment. Donc voilà, pas forcément hyper naturel dans la tendance. Autres produits, des glaces et autres. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on sera tous véganes en 2050 ? Parce que c'était ça notre question de départ. Hein. Alors là, on va se mettre du côté. On a vu qu'il y avait tout cet engouement, ces marchés, ces développements de produits. Si on regarde les freins à cette consommation végane, bien sûr, donc il y a ce côté naturel qui va entrer vraiment en frontal avec tout ce type de produits. Il y a quand même, voilà, les produits d'origine animale restent présents dans 3/4 des caddies en France, tout comme en 2013. Donc ça n'a pas bougé, ça. Donc ça veut dire qu'on va consommer des produits véganes en plus de ce qu'on consommait jusque-là. Il y a une polémique qui arrive, et si Élise Lucet se met dessus sur les résidus de pesticides dans les fruits et légumes, ça va quand même être un petit frein sur tous les produits véganes quand même.
Je rappellerai juste qu'aux États-Unis, les produits qui sont le plus liés avec des intoxications alimentaires non mortelles, ce sont les légumes à feuilles, type épinards, laitue, etc. Donc ça peut poser un problème à un moment donné. Ensuite, on peut se poser la question si une alimentation strictement végane serait vraiment meilleure pour la planète, comme peuvent le dire les associations véganes ou végétariennes. Je vais me repencher sur mes amandes de Californie qui sont en train d'assécher toutes les nappes phréatiques et qui sont des cultures intensives, pas gagné que ce soit meilleur pour la planète. Et côté santé, on sait qu'il y a des carences si on passe à un régime totalement vegan, et notamment pour les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, des carences en vitamine B12, D, fer, calcium, etc. Donc, tout ça nous fait dire, est-ce que c'est vraiment plus intéressant d'être totalement vegan ? Vous avez cette étude que je cite assez fréquemment qui est du CIRAD, hein, donc les gens qui sont agro et à qui on a demandé de réfléchir sur, effectivement, de nous donner des recommandations pour faire plus attention à la planète et à la santé des gens sur du long terme. Donc ils devaient réfléchir à des horizons 2050 ou par là, 2030-2050, et nous dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire au niveau agricole, qu'est-ce qu'il faudrait planter, quelles sont les filières à mettre en place pour que ce soit plus durable et pour la planète et pour les gens. Et leur conclusion, d'abord, ils ont mis en exergue qu'un régime beaucoup plus végétal n'était pas forcément meilleur pour la planète, premier point. Et deuxième point, leur conclusion, c'est de dire, ben, le problème, c'est que si on vous donne des recommandations, on n'est pas capable de vous dire les conséquences que ça aura, que ce soit sur la planète ou sur la santé. Donc le mieux, c'est qu'on vous donne pas de recommandations, on n'est pas capable, parce qu'on ne sait pas les conséquences que ça aura. Donc en gros, débrouillez-vous. Donc, on va se débrouiller, hein, on va faire sans eux. Et on se rend compte que de toute façon, les Européens, ils aimeraient bien manger. Là, c'est toujours le gap entre le déclaratif des gens et ce qu'ils font vraiment. L'exemple type, c'est, on est ici, on a pris deux fortes tendances sur le salon Med qui sont Healthy Food, Healthy Planet. Moi, j'arrête pas de dire que les gens font plus attention, veulent faire plus attention à leur santé. Ils ont bien compris qu'il y a un lien entre alimentation et santé, qu'on mange plus du healthy snacking, on fait plus attention. Voilà. Néanmoins, le produit lancé en France qui a connu le plus grand succès depuis les 10 dernières années, c'est le Nutella Biredi. Donc voilà, c'est ni bon pour la planète, ni bon pour la santé. Donc voilà, je veux faire attention, je veux manger plus de fruits et légumes, je veux faire plus de sport, je veux, mais voilà, je vais me battre pour un pot de Nutella à 1,70 €. Donc voilà. Donc, voilà, 25% des Européens aimeraient manger moins de viande, mais 74% l'apprécient et en consomment régulièrement. On a une consommation de viande qui, globalement, au niveau européen, est restée stable depuis les années 90. Et puis, il y a plus de la moitié de l'apport protéique qui, aujourd'hui, est toujours d'origine animale. Bien sûr, les alternatives végétales se développent, existent et offrent une variété. Mais parfois, elles sont moins intéressantes, même d'un point de vue nutritionnel. Ça veut dire que mon burger tout à l'heure, non seulement il n'est pas très naturel, mais en plus de ça, j'ai mis plein de sel et d'additifs et ça, c'est pas forcément meilleur pour ma santé. Et donc, on a cette étude Foodinnov qui nous dit que cette étude commanditée par ING, qui nous indique qu'en 2025, on aura une baisse de la consommation de viande de 3,5%. Donc, on ne va pas dire que ce soit énorme par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui. Quand on interroge les consommateurs sur quelles sont les protéines les meilleures pour votre santé, ou du moins la perception de l'impact de telle ou telle protéine sur ma santé, on retrouve nos amandes. Hein, ils ont quand même fait super fort. J'avoue que le marketing des amandes de Californie, 12 points, pas de problème. Donc amandes, noisettes, les légumineuses, mais on voit déjà les protéines d'œufs arriver. Et on voit en dernier, bien sûr, tout ce qui est insectes, protéines de lait éventuellement, etc. Donc la viande étant plutôt dans le bas du tableau, mais quand même devant les protéines de pois, par exemple, ou le collagène, etc., ou les graines de chia même, ou la spiruline. Donc c'est aussi parce que les gens ne les connaissent pas encore. Mais en tout cas, pour ma santé, on a des protéines, encore une fois, d'œufs, ou les yaourts grecs en question, ou même les protéines de poulet, qui sont mieux placées parfois que certaines protéines végétales. Donc ça peut être assez antinomique pour ça.
Dans les nouvelles protéines animales, il y a évidemment deux sources principales que sont les insectes et aussi la viande culture in vitro. Et là, on pourrait penser que c'est quelque chose de, voilà, à un horizon très long. Vous avez là le premier burger qui a été fait par une équipe de recherche aux Pays-Bas il y a 3 ou 4 ans déjà. Bon, celui-là, il a coûté 250 000 € à fabriquer. Donc on peut se dire que le stade industriel n'est pas pour tout de suite, mais l'entreprise en question, il nous annonce qu'il sera prêt dans 3 ans, le temps de recevoir l'agrément Novel Food. Parce qu'évidemment, le Novel Food, hein, c'est tout ce qu'on n'a pas consommé en Europe avant 1997 de façon régulière, doit passer ce règlement pour être sûr que c'est safe. Non seulement ils seraient prêts dans 3 ans, mais en plus de ça, ils demanderont un label végétarien. Donc on aura un burger issu de cellules souches, voilà, qui sera peut-être végétarien. Ça, j'ai du mal à y croire, mais on verra. Et de l'autre côté, bien sûr, on a nos insectes, qui aujourd'hui sont interdits, je le rappelle, et qui sont en cours justement de règlement Novel Food. Alors, ils seront autorisés, ça c'est à peu près une certitude. Ce qu'est en train d'étudier les experts de la Commission européenne, c'est d'être sûr que, c'est dans quelles conditions on pourra les utiliser. On s'explique, si vous prenez le criquet par exemple, il est assez proche en variété animale des crustacés. Donc si vous êtes allergique aux crustacés, grande chance que vous soyez allergique au criquet. Encore faut-il que ce soit marqué ou que vous le sachiez ou qu'on le rajoute sur la liste des allergènes. Deuxième chose, ce pauvre criquet, il a aussi un petit crochet au bout de ses pattes. Ça veut dire que si vous le consommez comme ça, avec le crochet, ou si vous ne processez pas d'une certaine manière, peut-être que ça peut être délétère pour vos intestins. Je dis ça, moi j'en sais rien, mais ils sont en train d'étudier la question pour savoir effectivement s'il faudra consommer que de la farine ou si on pourra les consommer entiers, ou enfin voilà, quel process il y aura pour pouvoir les consommer. On en consommera. C'est à peu près sûr, il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de personnes sur la planète qui consomment des insectes, donc il n'y a pas de raison que nous, on n'y ait pas droit. Mais voilà, il y aura des conditions. Et puis, dans les freins aux véganes, si je puis dire, ou en tout cas sur le côté peut-être éphémère de la tendance, déjà aux États-Unis, vous avez la National Restaurant Association qui a publié son top 10 des tendances pour 2018. Et là, vous avez 69% des chefs interrogés qui vous disent que la première tendance, c'est le retour des viandes, et notamment des viandes des races anciennes, bio, plein air, élevées plus longtemps, avec des morceaux choisis, des bas morceaux, etc. Et c'est ça, là, pour eux, c'est ça leur tendance 2018, avec tout ce qui est glucides végétaux, donc les riz de chou-fleur, les spaghettis de courgettes, que vous avez pu apercevoir aussi sur le salon cette année. Les burgers végétaux également sont dans ces tendances, mais voilà, on a remis la viande. Donc, comme je vous le disais, c'est comme pour le vin, la consommation de viande, ce sera de la meilleure, et on se régalera, peut-être moins souvent, mais on se régalera, c'est sûr. Et puis, les beaux jours, peut-être arriveront un jour, là on a un peu de mal à y croire avec l'hiver qu'on a eu, mais premier rayon de soleil, les barbecues seront tous de sortie, et là, le burger végétal, il sera, disons, moins présent. Voilà. Alors, dans ce retour à cette qualité, toujours Innova qui nous dit qu'entre 2011 et 2016, les lancements de produits carnés avec des allégations de type nourri à l'herbe ont progressé de 74%. Tout l'aspect bien-être animal, donc ceux qui mettent en avant le bien-être animal ont progressé de 40%, le sans antibiotiques 29%, et le côté avec le mention du terme ferme, alors ça j'adore parce que la viande qui est élevée dans une ferme, ben ouais, progressait de 18% par an. Donc pour conclure, et si je reprends ma question de départ, c'est vrai qu'on a tous les feux ouverts pour les produits végétaux, avec à la fois les scientifiques qui nous disent que ce serait meilleur pour la santé, le bien-être animal, l'environnement, etc. On voit qu'il y a des menaces quand même sur le marché en termes environnemental, puisque si on faisait des cultures intensives de produits végétaux, on aurait des problèmes de déforestation également. On a des problèmes de pesticides résiduels. On voit bien que les produits animaux sont encore très présents et seront pas là, seront encore présents en 2050.
et que probablement que l'avenir de l'alimentation, on va devoir réfléchir sur une réflexion globale pour pouvoir nourrir les 9 à 11 milliards qu'on sera en 2050 et mieux les nourrir que ça, et donc repenser l'organisation des filières. On parle d'agriculture urbaine, d'économie circulaire, enfin bref, il y a beaucoup de choses, de réflexions qui sont en train de se mettre en place. Et il y aura des réorganisations, c'est sûr, mais la viande en fera partie. Alors Greenpeace, de son côté, a appelé très récemment à réduire de 50% la production de consommation de viande et de produits laitiers pour le bien de la planète et la santé de ses habitants. Ils viennent de sortir une étude il y a de ça, on va dire 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Et en disant que ce qu'il faudrait, c'est que ce soit à peu près 57 kilos par an par habitant au niveau des produits laitiers en 2030, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, on est quand même presque à 100 kilos au niveau mondial, et aux USA, ils sont déjà à 250 kilos. Et pour la viande, ils estiment qu'il faudrait un 24 kilos par an par habitant. Je vous rappelle qu'en France, on est à 88 déjà. Donc ça, c'est pour 2030, et plutôt encore 50% de... Enfin, plutôt 16 kilos en 2050. Donc, en fait, c'est probablement ça qui va arriver, peut-être pas à ces niveaux-là aussi drastiques, mais donc on ne sera pas tous véganes, bien sûr, on restera omnivore, mais je pense que l'équilibre entre la part des produits animaux et la part des produits végétaux, voilà, il y aura un équilibre qui va se trouver, et effectivement, les uns vont monter, les autres vont baisser, mais on restera omnivore en 2050, c'est en tout cas ma vision des choses. Je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions si vous en avez. Waouh. Oui, je sais, il est tard, le salon fait bientôt. Pas de questions? Ok. A priori, toutes les conférences auxquelles vous avez pu assister seront disponibles sur le site du salon après. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez la présentation et qu'il n'y a pas moyen de l'avoir sur le site en question. Merci à vous et bonne fin d'après-midi.